Amis des gadgets qui facilitent la vie, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai montré que j'avais fait une petite erreur, à savoir en brancher une batterie à l'envers sur une alimentation en voulant la charger, ce qui avait envoyé la dite alimentation au paradis des diodes éclatés. Mais bon, voilà, j'ai réussi à la réparer, mais derrière ça, vous avez été nombreux à me demander ce qu'on pourrait faire pour éviter ça, vous avez même été aussi nombreux éventuellement à me proposer des solutions. Et ce que je vous propose, c'est justement de regarder ensemble les différentes solutions qui ont été proposées et de voir aussi quelles solutions je propose d'apporter à cette problématique. Alors, bien, alors regardons un petit peu avec mon ardoise magique les différentes solutions que certains d'entre vous m'ont proposées et auxquelles j'ai aussi pensé. Alors, il y en a une qui est à la fois bonne et je veux dire, mais pas tellement applicable ici, qui consiste à dire de mettre un détrompeur. Et c'est vrai que c'est une solution contre les erreurs de polarité qui est très souvent utilisée. Quand on utilise ces fameux connecteurs là, comme on a tous vu là, qui sont un petit peu comme ça, hein, des connecteurs d'alimentation, où généralement, bien que des fois il y a des exceptions, ici le plus, ici c'est la masse, hein, ou le moins, ce genre de connecteurs, par définition, on ne peut pas les mettre à l'envers. Donc c'est une excellente solution pour je veux dire, éviter de faire des erreurs de polarité. Maintenant, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que comme on le voit dans le cas d'une batterie de voiture, une batterie de clôture, c'est clairement deux plots comme ça va être très difficile, à moins de rajouter dessus un système de connecteurs à poste, de le faire. Donc là, il y a quand même facilement ce risque de le brancher à l'envers. Donc on va dire quand même que dans le cas d'un chargeur de batterie, cette solution, on va dire mécanique quelque part, n'est pas vraiment facile à appliquer. Alors après, il y en a qui m'ont suggéré de mettre une diode en série, mais ici, une diode en série, ça fonctionne pas, et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, c'est une solution qui vient à l'esprit, mais généralement, c'est quand on a une charge, on va dire, passive. Imaginons qu'ici, j'ai une alimentation de 12 volts, par exemple, hein, enfin, n'importe quelle tension continue, et là, j'ai une charge, qui peut être ce qu'on veut. C'est vrai que si je mets ici une diode, là, ça protège bien. C'est-à-dire que si je branche la tension à l'envers, c'est-à-dire ici j'ai du moins, ici du plus, on voit que la diode ici est bloquée, et ça protège bien la charge. Mais ici, c'est un petit peu différent. Pourquoi c'est un petit peu différent? Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai toujours ici mon alimentation, donc de 12 volts par exemple, et je viens brancher, éventuellement via une diode ici, pourquoi pas, je vais dire une alimentation, mais à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, ici j'ai le plus 12 volts, ici j'ai le moins 12 volts. Or, si on considère que ça, c'est la référence, hein, la masse, ici j'ai bien par rapport à cette référence-là, j'ai moins 12 volts. C'est-à-dire que ce point-là, par rapport à celui-là, il est encore plus négatif de 12 volts. Et à ce moment-là, on voit que il n'y a rien qui empêche la diode de passer, au contraire. Je veux dire, ça ne peut pas protéger. Or, si je mets la diode dans l'autre sens, le problème c'est que quand je mets bien la batterie, ça ne charge plus. Donc on ne peut pas mettre ici une diode en série, ça ne peut pas fonctionner évidemment. Alors, dernière solution, en effet, qui peut être faite, c'est de mettre, je veux dire, quelque part un fusible. N'oublions pas que, comme je l'ai montré, à la sortie de mon alimentation à découpage, j'avais une sortie qui était faite là, de deux enroulements HF, de deux diodes Schottky mises comme ça. Voilà, ça c'était la masse. Et là, éventuellement, il y avait un filtrage, éventuellement, il y avait des condensateurs, éventuellement, il y avait un shunt de mesure. Voilà, et ici, ma sortie. Voilà. Donc, bien sûr, comme je l'ai montré, quand j'ai mis ici une tension négative, ces deux diodes-là se sont retrouvées en parallèle, chaque diode étant en série ici avec l'enroulement du système, et elles ont passé beaucoup trop de courant. Alors, en effet, une idée, ça peut être ici de mettre une diode comme ça, de protection, et éventuellement là un fusible. Voilà. Si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? On regarde bien, ça revient à mettre cette diode là un petit peu en parallèle de celle-là, mais celle-là, elles sont un petit peu, on va dire, protégées, entre guillemets, par le shunt éventuel qui est ici, par les enroulements. Donc on peut espérer que si c'est une diode Schottky qui a un seuil du même ordre que celle-là, qu'elle se déclenche, enfin, je veux dire, elle devienne passante relativement rapidement aussi, et éventuellement qu'elle ait le temps, je veux dire, d'absorber la charge, le temps de cramer ici le fusible. Alors, c'est une solution, mais j'aime pas trop cette solution, parce que ça fait quand même beaucoup de paris.
Ça parie ici que la diode là, elle est assez rapide. Ça parie quand même qu'avec un courant comme ça, elle aura un seuil qui va être, je veux dire, suffisant pour ces diodes là. Ça parie aussi que le fusible est assez rapide. Alors je pense quand même que, d'ailleurs on va faire tout à l'heure une petite expérience justement pour voir si déjà une diode comme ça en série avec un fusible, le fusible crame avant la diode ou si c'est la diode qui protège le fusible. Et bien sûr quand même en effet une solution possible. De toute façon rajouter ça, hein, même si je suis pas sûr que ce soit la panacée, je pense c'est quand même mieux que rien à mon avis quand même, ça a quand même des chances de limiter la casse. Alors justement, faisons ici cette petite expérience pour voir si un fusible rapide en série avec une diode Schottky qui se prend, je veux dire, le courant plein pot, arrive à survivre à ça. Allons-y. Bon, je n'ai pas de batterie sous la main pour faire le test, mais j'ai cette banque là de Supercap hein, qui est quand même capable de délivrer quelques ampères. Et voilà, j'ai décidé de faire l'essai. Donc j'ai pris une diode Schottky. Une STPS 745 qui tient 45 volts et en théorie jusqu'à 20 ampères de courant avec éventuellement on peut tenir justement des pics et je l'ai mis en série avec un fusible rapide de 5 ampères. Et là l'idée ça va déjà être de regarder si dans un cas comme ça si j'applique le courant est-ce que je veux dire le fusible va quand même être assez rapide pour protéger la diode ou si elle va cramer. Alors voilà, là mes condensateurs sont chargés à bloc et nous allons pouvoir faire l'essai. Donc bien sûr je vais le brancher dans le mode direct, à savoir comme ça. Voilà, alors attention les yeux. 3, 2, 1, top. Voilà, alors on voit pas grand chose, mais manifestement le fusible a fait son office et a cramé. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et on va maintenant pouvoir tester la diode, voir si elle est toujours opérationnelle. Donc là je la teste avec mon petit testeur de diode classique. Donc dans le sens inverse, c'est bon. Dans le sens passant, c'est bon, et on voit qu'elle a bien une tension de seuil, pour une Schottky qui est tout à fait normale, de 0,28. Donc on va dire le test ici est quand même relativement concluant, sachant quand même bien sûr que ça donne beaucoup de courant, mais pas forcément autant que pourrait donner une batterie. Mais bon, a priori, quand même, je sais que ça peut quand même donner quelques bons ampères. Je pense en effet que ça peut, quand même, avec une protection qui éventuellement peut le faire. Mais bon, je suis quand même pas fan de ce genre de choses. En règle générale, vaut mieux prévenir que guérir, et traiter plutôt les causes que les effets. Or, mettre une protection, comme on vient de voir, de ce style diode et fusible, on va dire, ça peut éventuellement, en effet, peut-être limiter la casse, et encore, je suis pas certain que dans tous les cas, ça se passe bien. Mais l'idéal, c'est plutôt que d'avoir cette solution plutôt violente, c'est de faire que, en gros, cette situation-là n'arrive pas. Et ça m'a poussé à imaginer un petit dispositif qu'on pourrait mettre entre l'alimentation et la batterie, ou entre un chargeur et la batterie, pour y limiter ça. Et après réflexion, ça m'a poussé à concevoir CP0135, que j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter ici. Donc c'est un petit dispositif que on va brancher là sur une alimentation régulée en courant quand même, parce que ce truc-là ne fait pas la régulation du courant de charge, mais on va par exemple mettre une alimentation, je sais pas, limitée à, au courant de charge qu'on veut, 4 ampères par exemple. Là, on va brancher la batterie, mais comme on va le voir, cet appareil est complètement protégé. Et on va voir déjà, on peut se permettre de le brancher à l'envers ici, sur une alim, il n'y a rien qui se passe. Si on branche la batterie à l'envers, comme on va le voir, il y a une alarme qui se déclenche et une LED ici qui s'allume. Et ce qui fait que, je veux dire, voilà, en faisant ça, on risque pas de faire des mauvais branchements. Et autre avantage, en fait, cet appareil-là va aussi avoir une autre fonction qui est pour moi intéressante, c'est que il va s'arrêter automatiquement quand la batterie est chargée. C'est-à-dire que on va mettre la batterie en charge, là c'est prévu pour des batteries au plomb, et quand la tension aux bandes de la batterie va atteindre à peu près 13,7, 13,8 volts, il va s'arrêter. Et si la batterie se redescend en dessous d'un certain seuil, il va se remettre en route. Donc ça a aussi comme fonction éventuellement de maintenir la batterie en charge sans risquer de la surcharger, ce qui bien sûr peut les endommager.
Donc voilà pour cet appareil. Alors je vais vous faire une démo. Donc déjà, si on branche comme ça, donc sur une alimentation, donc l'alimentation, il faut la régler aux alentours de 14-15 volts. Régler la limitation de courant sur, là je l'ai réglé sur 2 ampères. Et là, donc si je branche dans le bon sens, on a ici cette LED qui dit que ça fonctionne. Et ce voltmètre, alors on pourrait dire que on aurait pu se permettre que le voltmètre fasse office de témoin de fonctionnement, mais on va voir que on peut brancher le voltmètre sans brancher l'alimentation pour contrôler l'état de la batterie. Et dans ce cas, ça permet de différencier les deux cas. Si je branche l'alimentation à l'envers, voilà ce que je suis en train de faire là, voilà, je ne sais pas si on voit bien, et ben il se passe rien. Là, il n'y a pas d'alarme, enfin je veux dire, on risque rien d'endommager, alors que si je le branche dans le bon sens, yes. Alors une fois que c'est branché, alors j'ai pas de batterie en plomb sous la main, mais je vais réutiliser ça, qui est pas mal, parce qu'en fait ça fait un peu une démo, je veux dire, ça peut simuler une batterie qui en plus va se charger assez vite, ce qui va plutôt être bien pour le côté démo. Alors on va pouvoir utiliser ça, voilà, comme ça. Donc là, bah justement déjà, prenons le cas où je le branche à l'envers. C'est-à-dire que je mets le plus sur le moins, et là voilà, qu'est-ce qu'on peut voir? On entend clairement l'alarme, et on voit cette LED rouge qui s'allume, et qui dit, dis donc Coco, t'as fait la connerie de ta vie, t'as tout branché à l'envers. Si maintenant je le branche à l'endroit, voilà, on voit que le système charge, indique la tension de charge, et là, toc, bah, il était quasiment chargé. Quand on est arrivé ici à la tension de charge, on voit que le système s'est coupé. Si la tension descend trop, alors là, bah, ça peut être long, mais je vais décharger un peu rapidement, voilà, pour bien qu'on voit la décharge ici. Voilà, on voit que je décharge avec une résistance, toc. Voilà, on voit que passer un certain seuil, bah, ça se remet en route, ça va recharger la batterie, et ça recoupe quand c'est au bon système. Donc voilà, comme on peut voir, c'est hyper simple d'emploi, hyper sécurisé. Alors en même temps, il y a une autre fonction que j'ai voulu avoir, qui permet justement de tester, c'est-à-dire que si on ne branche pas le système sur la ligne, et qu'on branche une batterie, voilà, bah là, ce que ça affiche, c'est la tension de la batterie, je veux dire, automatiquement. Alors bien sûr, là, le voyant ici ne s'allume pas, qui montre que le voltmètre est bien alimenté par la batterie. Donc voilà pour le fonctionnement de cet appareil, qui, comme on peut le voir, est très simple. Alors on peut très bien le faire à part, on peut très bien l'intégrer dans une alimentation ou dans un chargeur. C'est vraiment très simple à utiliser. Et alors bon, je me suis un petit peu embêté, je veux dire, j'ai voulu faire un truc assez compact. Je l'ai mis dans ce petit boîtier. En plus, bon voilà, il n'y a rien qu'oblige de mettre des LED 10 mm. C'est pas obligatoire. De même, un voltmètre, c'est pas forcément obligatoire. Même l'alarme sonore, on peut pas la mettre. Enfin, comme on va le voir en examinant le schéma, il y a plein d'options possibles. Là, je l'ai fait comme j'avais envie de le faire. Et voilà, ça fait vraiment quelque chose de très pro, on va dire. Enfin, je suis assez content du résultat. C'est, ma foi, plutôt propre. Et plutôt fonctionnel. Alors attention, il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. C'est que si la batterie est trop déchargée, il peut y avoir un problème. Imaginons que votre batterie elle soit vraiment déchargée au point d'avoir pu, je sais pas, 4-5 volts, enfin en gros une tension qui va être en dessous de 6 ou 7 volts. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez la brancher, si ça se trouve, ça va faire un appel de courant tel que la tension de l'alimentation va descendre en dessous de ces 6-7 volts. Et là, le système ne va plus fonctionner, donc il va couper le relais, et donc la tension remontera un peu, ça risque d'osciller et de ne pas marcher. D'un autre côté, je rappelle qu'une batterie au plomb, déjà qui a une tension de moins de 11 volts, elle est mal, hein, elle risque de sulfater. Enfin voilà, si vous avez une batterie, on va dire, une batterie au plomb qui a une tension, on va dire, en dessous de 8 volts, de toute façon, il y a un petit peu de souci à se faire, à mon avis. Surtout si elle est dans cet état-là depuis assez longtemps, ça risque de pas marcher. Alors, la solution dans un cas comme ça, c'est éventuellement, en faisant là pour le coup attention à la polarité, de la brancher déjà, éventuellement le temps de tenter au moins que sa tension revienne au-dessus de 8 volts. Enfin bon, c'est généralement quand même pas vraiment le cas. Alors, donc, voilà pour ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un petit peu le schéma de cet appareil. Donc, comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur la page sur mon site siro.org où vous retrouverez les photos, la description, le schéma, justement, de CP0135. Donc, voilà. Bon, je rappelle ici les caractéristiques. Alors, voilà le schéma que on peut voir ici.
et qui est, ma foi, quelque chose d'assez simple, hein. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire, et c'est basé sur une pattern qu'on appelle généralement un comparateur à fenêtre. Un comparateur à fenêtre est un circuit qui va donner un état en sortie tant que la tension à son entrée est compris entre deux valeurs. Alors, regardons un petit peu en gros le schéma. Donc, l'alimentation se branche à cet endroit-là. Et à partir de là, on peut voir différentes utilisations. Il y a ici le régulateur 7805 qui va alimenter le circuit. Alors, on voit qu'il, lui, pour le coup, est en série avec une diode, ce qui fait que si l'alimentation est branchée à l'envers, bah, ouais, je veux dire, il est protégé. On a ici une autre diode qui alimente le voltmètre. Et là, bah, pareil, si jamais c'est branché à l'envers, ça fait aucun dégât. Et finalement, cette diode, alors cette diode, par contre, qui est une diode ici, déjà c'est une diode Schottky, de façon à limiter la perte, et en plus une diode de puissance, parce que celle-ci doit tenir le courant de charge. Donc moi, je me suis limité à un courant de charge maximum de 5 ampères, mais si vous voulez mettre 10, par exemple, enfin voilà, ici, il faut mettre une diode qui tient ici le courant de charge. Et donc, cette diode-là a aussi pour fonction de justement protéger la lime si la tension de la batterie, par exemple, est supérieure à un moment donné à la tension de l'alimentation, ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça amène toutes ces protections-là. Donc, on peut voir que grâce à ça, c'est ça qui fait que si je branche sur l'alimentation à l'envers, il n'y a rien qui se passe. Alors là déjà on peut regarder justement ce petit voltmètre. Alors ça c'est un petit voltmètre chinois comme on trouve ces petits modules là qui coûtent pas cher. Sachant que je rappelle que dans ces modules là il y en a de deux sortes. Il y en a qui donc deux fils, c'est-à-dire ils mesurent leur propre tension d'alimentation. Mais là je vous conseille pas d'utiliser ça. Et il y en a trois fils qui nécessitent une alimentation généralement de 6 à 24 volts dans ces eaux-là et qui ont une entrée ici de mesure. Donc je vous conseille de prendre ce modèle-là. Et en même temps, dans ces petits voltmètres, alors c'est pareil, il faut faire attention, il y en a qui ont un petit réglage interne, ce qui permet quand même de les ajuster, parce que souvent ils sont pas très précis. Ou alors, si vous en prenez un 100, bah voilà, après il faut regarder, il faut espérer qu'il est bon. Enfin bon, maintenant on n'a pas non plus besoin d'une précision phénoménale, mais enfin il y a ça. Donc ici, on a donc ce petit voltmètre. Et on va voir que ce voltmètre, donc lui, mesure la tension en sortie. Justement, on peut voir ici le circuit de sortie. Donc là, c'est ici qu'on va pouvoir brancher la batterie. On voit que la batterie est mise en contact avec l'alimentation via ici ce contact qui est commenté par ce relais. Et c'est lui qui, au besoin, va connecter l'alimentation à la batterie. Alors là, on voit aussi ici cette deuxième diode là. Et alors ça, l'idée c'est quoi? Comme je vous l'ai montré, le voltmètre, il peut aussi mesurer la tension de la batterie sans la brancher sur la lime. Et donc en gros, c'est le rôle ici de cette diode-là. C'est-à-dire qu'en gros, le voltmètre peut être alimenté soit par la batterie, soit par l'alimentation, et c'est celui qui aura la plus grosse tension qui gagne. Sachant que, bien sûr, pour que ça marche, il faut quand même que la batterie soit encore relativement chargée. Mais enfin, comme j'ai dit, si une batterie n'est plus chargée suffisamment, de toute façon, généralement, il y a des soucis à se faire. Là, ici, on va voir les composants qui gèrent justement l'inversion de polarité de la batterie. Donc, premier cas de figure, donc je branche la batterie à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut protéger l'entrée du voltmètre, parce que ces petits voltmètres-là, c'est bon, ils n'aiment pas ça. Donc là, j'ai mis ici cette résistance, donc qui rajoute un petit peu, je veux dire, une petite baisse de tension sur le voltmètre. Enfin, vu sa grosse impédance d'entrée, c'est pas un kiloohm qui joue. Et là, j'ai mis une diode Schottky qui, voilà, c'est-à-dire que si ici c'est branché à l'envers, j'aurais au maximum moins 0,3 volts ici, ce qui n'endommage pas le voltmètre. Et ici, en fait, on a le circuit tout bête qui va éclairer la diode ici, je veux dire, rouge, et faire sonner le buzzer. Donc là, pareil, c'est cette diode-là qui, justement, si jamais j'ai mis la batterie à l'envers, là, on voit que cette diode devient passante et alimente le buzzer et la LED. Alors, tout ça, c'est optionnel. Si vous voulez que la LED, vous pouvez mettre que la LED. Si vous voulez que le buzzer, mettre que le buzzer. Vous pouvez aussi ne rien mettre du tout, dans la mesure où si vous faites ça, c'est pas très grave. Si vous branchez à l'envers, il n'y a rien qui se passera, mais voilà, on va dire, c'est un petit peu un luxe, entre guillemets, d'avoir ce truc-là. Donc voilà ici pour cette partie-là. Alors maintenant, comment va fonctionner
justement le système de commande du relais. Donc là, l'idée, c'est que ce relais, il se déclenche si on détecte la présence d'une batterie, c'est-à-dire qu'il y a au moins un minimum de tension ici, mais j'ai mis le seuil relativement bas, ce qui fait qu'en gros, il suffit qu'il y ait au moins quasiment 1 volt en sortie pour que ça se déclenche. Et encore une fois, si comme je le dis, si on en arrive dans ces extrémités-là, généralement, enfin, on sort un peu du scope. Et derrière, le relais se coupera si la tension dépasse 13,7, 13,8 volts, une tension qu'on peut régler, qui est la tension, on va dire, conseillée et pas dépassée en fin de charge. Alors pour ça, donc j'utilise un circuit de légende, le fameux LM393, qui contient 2 comparateurs. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les comparateurs. Et là, de façon très simple, on voit que la tension de la batterie passe ici dans ce diviseur de tension, et qui la ramène, je veux dire, à une tension inférieure. Pourquoi? Parce que la dynamique d'entrée, le LM393, quand il est alimenté en 5 volts, il faut que les tensions à l'entrée soient inférieures de 1,5 volts à la tension d'alimentation. Donc ici, il ne faut pas dépasser 3,5 volts. Donc c'est le rôle ici de ce diviseur, et ici aussi de ce petit condensateur là qui fait un petit filtrage. Et cette diode, elle a exactement le même rôle que celle-ci, à savoir si c'est branché à l'envers, c'est pareil, la tension ne sera pas assez négative pour endommager le circuit. Cette tension, elle est mise ici à l'entrée de ces 2 comparateurs. Et ces comparateurs, qui je rappelle, ont des sorties à collecteur ouvert, ce qui fait qu'on peut les brancher en hook câblé. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que quand la tension est supérieure à 13,6 volts ou inférieure à 1 volt, eh ben, les sorties ici sont à 0. Donc en fait, il y a une des sorties ici à 0. Alors que si la tension est comprise entre les deux, eh ben ici, les 2 transistors là sont pas saturés. Ce qui fait que je veux dire, la résistance de pull-up ici fait qu'on a ici quasiment 5 volts. Donc voilà comment ça marche, et c'est ça qu'on va exploiter justement pour la charge. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que le relais se mette en route. Si ici, j'ai bien une tension entre les deux, c'est-à-dire que ici, j'ai quasiment 5 volts. Et pour ça, comment je le fais? Quand ici, il y a cette tension, on vient charger ici ce petit condensateur. Il vient derrière piloter ce BC517, qui est un Darlington, qui fait qu'il a besoin quand même de très peu de courant pour fonctionner. Et derrière, commande ici le relais. Alors pourquoi ici il y a cette diode? Parce que l'idée, c'est qu'en gros, quand ça se met en route, on laisse un petit temps que le système en fait réfléchisse, que la tension soit bonne, et c'est ce délai ici qui se fait. Alors, moi je l'ai calculé assez faible, il est de l'ordre de 500 millisecondes. On peut remettre plus si on veut, pas de problème. Pour ça, il suffit d'augmenter ici cette résistance, et on aura un délai plus long. Par contre, si jamais ça se coupe, cette diode fait que le condensateur ici se décharge rapidement, qui fait que ça coupe très vite. Pourquoi? Parce que voilà, c'est à un moment donné, je débranche, ou si je branche à l'envers ou autre, il n'y a pas raison d'avoir un délai, c'est la raison ici de cette diode. Donc ça fait bien ici, on voit bien un délai asymétrique, quand les comparateurs sont pas commutés, c'est-à-dire qu'il faut mettre en route le relais. On voit bien que via ces 2 résistances-là, le condensateur se charge. Dès qu'ici, il y aura assez de tension pour que on ait ici à peu près 1,2 volts sur la base, ça commute le relais. Alors le relais, c'est bien lui qui commande la charge ici, avec cette diode de roue libre très standard, et ici, cette diode qui vient en parallèle dessus, qui est la diode jaune là, qui montre la charge. Donc voilà, puis ici, là on a cette chaîne de pont diviseur qui va faire en effet les tensions de seuil, sachant que ici la tension d'arrêt est réglable, parce que je veux dire, c'est quand même relativement touchy, généralement, on veut régler ça pour 13,6. Et ici j'ai rajouté un hystérésis, je vous rappelle, parce que sinon quand la tension arriverait juste à la limite, ça risquerait d'osciller, puis en même temps, quand la batterie est chargée, elle se redéchargerait tout de suite un petit peu, ça remettra en route, ça oscillerait très rapidement. L'idée ici de mettre ce qu'on appelle un hystérésis fait que, une fois que c'est chargé, il faut que la tension ici redescende autour de 13,1, 2 à peu près, pour que ça se mette en route. Vous pouvez d'ailleurs modifier la valeur de cette hystérésis en modifiant aussi cette résistance. D'ailleurs, pour info, quand j'ai calculé ce circuit, je vous mettrai en lien, il y a un petit site de calcul en ligne de ces résistances d'hystérésis qui facilite bien la vie, plutôt que de calculer à la poigne.
c'est pas très compliqué à calculer, mais enfin voilà, avec ce petit site en ligne, ça facilite les choses. Donc là, on règle là pour pouvoir, je veux dire, avoir la tension que l'on veut. Hein. Donc, fidèle à mes principes, ici, j'ai calculé pour avoir une plage de réglage suffisante, mais pas trop non plus tendue. Et pour finir, ben, on a ici cette diode verte, bon, en gros qui prouve la présence du 5 volts, hein, c'est-à-dire que le circuit est allumé. Et là, bah, c'est ce condensateur là de filtrage. Alors celui-là, en gros, si on utilisait une alim stabilisée, on n'est pas obligé de le mettre. Ou on pourrait mettre une valeur beaucoup plus faible, 1 ou 2 micros ici, ça suffirait. Pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est si on l'utilise sur un chargeur de batterie, souvent les chargeurs de batterie, ils n'ont pas de capacité. Il y a des chargeurs, hein, les vieux machins, des fois très simples au sélénium et tout, c'est simplement un pont de diode ou une diode d'airdresseur au sélénium. Et ce qui veut dire que la tension en sortie, ici, surtout en l'absence de batterie, c'est une tension, je veux dire, à 100 Hz, qui est la sortie du pont. Et dans ce cas-là, bah, ça ferait des bêtises. C'est pour ça que, pour une utilisation avec un chargeur, ici, on peut mettre une valeur plus importante. Donc voilà le circuit. Voilà, qui, comme on peut le voir, fait, enfin, comme j'ai dit, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est quelque chose de très très simple, mais bon, il répond bien ici au cahier des charges que je me suis donné. Donc j'ai mis ici la liste de composants. Donc voilà, si vous voulez vous monter ce petit truc-là, qui est quand même, je pense, assez pratique, c'est très facile à faire. Alors rapidement, hein, quand je l'ai fabriqué, donc bah, j'ai trouvé ce boîtier qui m'a dit, bah, ça serait bien de le faire tenir dedans. Alors, au début, j'étais un petit peu optimiste vu la taille des composants. Donc j'ai usiné ça avec ma fraiseuse. Derrière, alors j'ai pris la fameuse Cyroboard là, donc je vous ai déjà parlé, qui a l'avantage d'avoir un plan de masse qui facilite énormément le câblage, vu que toutes les connexions de masse, il suffit de les souder dessus. Et j'ai rajouté bien sûr aussi donc bah, les différents connecteurs. Ensuite, bah voilà, j'ai câblé ça. Alors, c'était très difficile de trouver un buzzer qui rentre en dessous. Mais j'ai trouvé ce truc ultra plat dans mes réserves, c'est que ça marche. Encore une fois, moi je me suis quand même pris un boîtier assez petit, rien ne vous empêche de prendre un truc un peu plus aéré. Ensuite, bah, voilà, côté composants, on retrouve ici bah, tous les composants. Alors ça c'est la première version, là on voit, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a quelques composants qui ont changé ou qui ont disparu, parce que voilà, lors de la mise au point, j'ai fait quelques petits changements, et on peut voir ici la version finale du Biniou. Voilà, avec ici ce petit connecteur. À l'origine, il y avait un connecteur sur le voltmètre. Je l'ai dessoudé parce que ça tenait pas pour mettre voilà ce truc là moi-même. De même que j'ai coupé si vous regardez ici à l'origine, ces clips là, ils sont faits pour tenir les LED, ils sont assez hauts. Mais moi, ils me gênaient parce que ils descendaient quasiment jusqu'au PCB. Ce qui fait que j'avais pas la place ici de mettre les composants. Puis comme ici les LED sont tenus par le PCB, j'avais pas besoin de cette fonction de maintien. Donc je les ai coupés et je les ai collés avec cette petite colle UV là que je vous ai montré dans la QDN, qui marche très bien et qui fait le job. Restait plus bien sûr qu'à faire les fameuses étiquettes Syrob. Voilà, avec ma super étiquette Petouch Brother, là, qui donne un petit look sympa au Biniou. Voilà pour la description de CP0135, qui j'espère vous aura intéressé. Hein. Donc, comme j'ai dit, le schéma, tout ça, c'est sur mon site. Alors, comme d'habitude, moi, je fais pas de circuit imprimé. Mais je sais que ces fois, certains internautes en font. Et s'ils me font parvenir les gerbères, moi je les mettrai aussi sur le site pour ceux qui voudraient éventuellement profiter de ces circuits imprimés. Enfin voilà, sinon vous pouvez très bien le câbler de la manière qui vous intéresse. Encore une fois, c'est un circuit, comme vous pouvez le voir, qui n'utilise que des composants, on va dire, tout à fait standards. Et en même temps, vous pouvez très bien l'adapter à votre sauce, mettre ou pas les buzzers, les LED, des grosses LED, des petites LED, la couleur qui vous plaît. Enfin voilà, c'est vraiment un montage qui permet, je vais dire, pas mal de personnalisation assez facilement. Et qui, je pense, quand même, peut vraiment faire de bons services. Ne serait-ce, hein, moi je pense que c'est vrai que ma femme, elle a jamais branché de batterie à l'envers, hein, et généralement c'est elle qui l'utilise. Donc ça apporte cette protection, mais dans son cas, en fait, je pense que le plus intéressant, c'est plutôt le contrôle de fin de charge. Parce que des fois, par contre, ça lui est arrivé des oubliés, et c'est pas très bon. En fait, si on met assez de tension pour que les batteries se chargent assez rapidement, c'est pas très bon de les laisser trop longtemps une fois qu'elles sont chargées, parce que voilà, éventuellement, l'électrolyte se met à bouillir, en fait, ça fait des bêtises et ça les arrange pas du tout. Là, l'avantage, c'est que voilà, ça s'arrête tout seul.
Comme on l'a vu, il n'y a pas de risque de surcharge. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me dis qu'il y a un cambrioleur qui est rentré chez toi? Waouh! Et alors, qu'est-ce qu'il a pris? Une sacrée branlée, parce que Pincette a cru que c'est toi qui es rentré bourré. C'était pas son jour de chance. Que Monos, le dieu des diodes, veille sur le montage, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.